Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, je félicite les étudiants et puis le corps encadrant pour l'organisation de cette journée parce que quand on travaille dans le monde du champignon, il n'y a encore pas assez de lumière à notre avis sur notre univers. Donc félicitations pour l'organisation de la journée et la qualité du contenu. Alors avant de vous parler du Substrat, donc Eurosubstrat, c'est une société qui est basée à Callac. Donc vous voyez où c'est, entre Carhaix et Guingamp, donc dans les Côtes d'Armor ici. Et on a fêté nos 30 ans l'année dernière. Et moi, j'en suis la présidente depuis 2 ans. Alors là, on va parler plutôt des champignons côté alimentaire. Je voulais d'abord vous dire que la France consomme 90 000 tonnes de champignons frais par an. Et ces 90 000 tonnes, c'est à 90% du champignon de Paris, que vous connaissez tous, qui existe en brun et en blanc. La France a perdu sa souveraineté alimentaire dans le domaine du champignon, puisque aujourd'hui, sur ces 90 000 tonnes de champignons frais, 65% nous proviennent de Pologne. D'accord. Donc, quand on reprend les chiffres de France Agrimaire, nous étions autosuffisants au début des années 90 et au fur et à mesure, nous avons perdu cette autonomie, cette indépendance. Et c'est absolument dramatique pour la filière parce que vous allez voir, les champignons de couche, c'est-à-dire les champignons qu'on cultive, ils sont produits à base d'un support qu'on appelle le substrat. Alors le substrat pour les champignons exotiques, le compost pour le champignon de Paris. Et aujourd'hui, en France, sur le compost pour champignons de Paris, on a perdu la compétence. D'accord. Il existe plus que 2-3 producteurs de compost qui le font pour produire leurs propres champignons. Mais aujourd'hui, si vous vouliez produire votre compost pour champignons de Paris ou vos champignons de Paris, vous feriez appel à un consultant polonais ou à un consultant des Pays-Bas. D'accord. L'ironie du sort, c'est que les gens qui fabriquent du compost aujourd'hui, ils achètent souvent de la paille française et du fumier français pour produire sur compost, qui nous revient après pour produire les champignons de Paris. Donc la réalité de la filière en France, c'est celle-ci. Voilà. Donc déjà, je voulais partager ce premier message avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on entend par champignon exotique dans notre univers du champignon pour alimentation? Nos deux étudiantes, Solène et Siane, c'est ça, nous en ont un peu parlé avant. Donc ici, voilà, j'ai mis les plus connus. Vous avez donc crinière de lion, les ringies souche coréenne, la foliote, le pleurote rose et le pleurote jaune. Donc ça, c'est communément appelé la famille des champignons exotiques. Et le substrat, c'est ce support de culture que vous voyez là, soit en petits sacs comme ça de 2 kilos, soit nos blocs ici que vous voyez là, qui font plutôt entre 12 et 15 kilos en fonction des fournisseurs. Donc c'est nous, notre métier, fabricant de substrat, c'est de reconstituer quelque part un terrain favorable pour que le champignon pousse dessus. Alors, dans le monde, j'ai essayé de simplifier, mais il y a 2 grandes écoles pour fabriquer du substrat dans le monde aujourd'hui. Vous avez l'école asiatique, puisque vous savez que les Asiatiques sont les champions, enfin, le champignon est chez eux ce que le pain est chez nous, même si on consomme chaque fois moins de pain, mais bon. Donc, c'est fait, ce substrat, à base de sciure et de copeaux de bois, et c'est stérilisé. D'accord. Et nous, on est l'école européenne, donc on est sur paille de blé et on pasteurise le substrat. Voilà, c'est 2 écoles différentes dans la manière de produire ce support de culture. Donc, comme je vous le disais, nous, on a été créé en 95. On est aujourd'hui le leader européen du substrat incubé pasteurisé. Donc, c'est nous qui produisons le plus de tonnes. Donc 12 000 tonnes par an pour un chiffre d'affaires de 6 millions. On exporte 40% de notre production aujourd'hui partout en Europe. On a environ 400 clients. On a un client en grand export en Israël. Et moi, depuis que je suis arrivée, j'ai décidé d'accélérer le grand export. Donc, j'ai fait plusieurs missions au grand export l'année dernière. Et on reçoit dans 3 semaines une délégation égyptienne.
Donc en Égypte, qui est vous l'avez appris, on l'a tous appris à l'école avec le Nil et tout ça, c'est un grand pays agricole. Et en Égypte, il y a des producteurs de champignons de Paris, mais il n'y a pas de champignons exotiques dans ce pays. D'accord. Donc, on va commencer à l'installer. On a donc des producteurs de champignons de Paris qui viennent à notre rencontre dans 3 semaines pour voilà, commencer à travailler avec nous et à être les premiers à produire du champignon exotique pour le nord du pays, principalement le Caire et Alexandrie. Donc nous, aujourd'hui, on sait fabriquer le support de culture pour 3 catégories de champignons que vous voyez là, le pleurote, le shiitake et les foliotes. Et on se lance là dans des essais pour le crinière de lion et l'éringie. Aujourd'hui, en Europe, on est peu nombreux à faire ce métier. En tous les cas, le métier du substrat incubé. On est 3 entreprises, 2 en France et puis 1 aux Pays-Bas. Bon, voilà, c'est très capitalistique. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 10 millions d'euros dans votre poche, c'est quand même compliqué de lancer une usine de substrat voilà, pour atteindre un certain volume. Alors, je voulais vous parler du process. Je vais peut-être déjà vous montrer une première fois une petite vidéo qu'on a tournée sur notre entreprise. Ça vous mettra déjà des images dans la tête. Et puis après, on pourra la revoir une deuxième fois, une fois que j'aurai décrit le process. Alors, donc, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, il y a une première chose qui est fondamentale, qui concentre 80% du succès, mais aussi des problèmes, c'est la matière première. Donc, la première chose, c'est la qualité de la paille de blé que l'on va acheter, sachant que nous, on achète 4000 tonnes par an, c'est beaucoup. Donc, moi, mon ambition, en arrivant dans cette entreprise, c'est d'en faire une industrie. On va voir, nos 2 étudiantes en ont parlé, mais c'est un métier, c'est un univers qui est très peu structuré, très peu industrialisé aujourd'hui. Donc, on va pouvoir en reparler tout à l'heure. Donc, l'importance des matières premières, elle est fondamentale. On a commencé à mesurer les taux d'azote sur matière sèche de nos matières premières et malgré quand même un cahier des charges que l'on a, on a de très très grandes disparités sur les qualités de paille. Et notamment, on a été très très embêtés cette année, et ça c'est une des conséquences aussi du climat et de l'évolution du climat, c'est que les agriculteurs, pour produire le blé, utilisent dans la catégorie des fongicides et des insecticides, des durcisseurs et des raccourcisseurs qui mettent au fur et à mesure de la culture du blé. Et ces produits ont une incidence sur la fibre de la paille qui est majeure. Et ça nous a causé beaucoup de problèmes parce que si, dans notre cas, la paille ne peut pas absorber correctement l'humidité, qu'elle ne peut pas fermenter correctement, ça nous génère beaucoup de problèmes, notamment l'apparition du trichoderma dont a parlé le journaliste ce matin, qui est pour nous un ennemi terrible. Pour d'autres gens, c'est un avantage, mais pas pour nous. Et donc, voilà, j'ai décidé de lancer notre filière paille. Donc, voilà, on va maintenant avoir nos propres champs.
Et donc, le blé de ces champs sera cultivé selon notre cahier des charges, c'est-à-dire sans insecticides et sans fongicides de synthèse. Vous connaissez sûrement en Bretagne une société qui s'appelle Allmix, qui est à l'origine d'une nouvelle filière qui s'appelle Merci les algues, à laquelle j'avais adhéré dans une mission précédente. Et donc, il va nous aider à constituer cette filière. Ensuite, quand on reçoit la paille, il faut qu'on reconstitue le milieu naturel dans lequel le champignon pousse. Donc, en même temps qu'on va la broyer, alors on ne va pas la broyer de la même taille pour les différentes sortes de champignons. On ne broie pas un substrat pour shiitake de la même façon qu'on broie un substrat pour pleurote, par exemple. Donc, on broie cette paille et on y ajoute de l'eau. Donc, on lui rajoute de l'humidité. Et là, maintenant, voilà, nous, on a réglé notre système pour pouvoir apporter un taux d'humidité ou une humidité en fonction du taux d'humidité mesuré sur la paille avant broyage. Bon, ça, c'est des choses qu'on commence à structurer dans l'entreprise. Et donc voilà, et en même temps, on commence une recette. Alors, dans la recette, on ajoute des choses qui sont comme du son de blé, par exemple, comme de la sueur de chêne. Voilà, donc l'idée, c'est de reconstituer un milieu pour donner un maximum de vitamines et de nutriments aux champignons, au mycélium, à la semence du champignon pour se développer. Donc ensuite, on va fermenter. Donc, alors, on ne fermente pas pour toutes les recettes et on ne fermente pas le même nombre de jours, mais en gros, on fermente cette mixture et ensuite, on la met dans des grands fours qui peuvent contenir entre 25 à 70 tonnes de substrat pour pasteuriser le substrat. Donc, on pasteurise pendant 48 heures à 69 degrés. L'idée, c'est vraiment d'enlever le maximum de bactéries possibles dans notre mixture pour laisser la place aux champignons que nous, on souhaite développer. Et ensuite, on fait l'ensemencement. Donc l'ensemencement, c'est les petits... Alors je ne sais pas si dans la vidéo, je peux la mettre en pause de temps en temps, la vidéo, ou non, ça, c'est pas possible. Bon, je vais essayer de parler un peu sur la musique tout à l'heure, si on la revoit. C'est à un moment donné, dans la vidéo, vous avez des petites graines, et je m'en excuse, j'aurais pu en emmener aujourd'hui. Vous avez comme des petits grains, qui sont des grains de millet, en fait, sur lequel la semence du champignon est accrochée. La semence du champignon, c'est un liquide blanc qui est accroché sur ces grains de millet. C'est pour ça qu'on dit mycélium, en fait, ou mycélium, c'est l'origine anglaise, mais en français, on dit blanc de champignon. Pourquoi blanc de champignon? Parce que c'est ce liquide blanc-là qui s'accroche sur les grains de millet. Voilà, et puis donc on met la semence dans la paille, enfin dans le substrat, vous avez vu, puis on forme les blocs en même temps, les blocs noirs là que vous avez vu, noirs et transparents. Et puis ensuite, on va mettre ça dans des serres d'incubation pour faire prendre la semence du champignon dans tout le bloc, hein, pour que voilà, le mycélium colonise bien tout le bloc. Et donc ça varie, les durées d'incubation varient en fonction des espèces. Donc par exemple, en fonction des différentes variétés sur le perote gris, on va être entre 15 jours et 3 semaines d'incubation, quand pour le shiitake, on va être sur 8 semaines, par exemple, ou la foliote, plutôt 4-5 semaines. Voilà. Donc ça, c'est notre métier. Et tout ça, on le contrôle. On a des sondes qui sont reliées à un ordinateur central et qui nous permettent de maîtriser notre process. Ensuite, une fois que les blocs sont prêts, ils sont incubés, on va les passer au froid. Donc, on met 48 heures de frigo avant départ et nos substrats voyagent exclusivement en transport réfrigéré. D'accord. On est en train de faire actuellement avec Steph Saint-Brieuc des tests de congélation du substrat. Il faut savoir que le mycélium est tellement actif qu'on a, donc je ne sais pas si vous savez, Steph Saint-Brieuc, ils ont des tunnels de congélation extrêmement modernes. Ils viennent d'investir là dans une grosse structure. Et dans les tunnels de congélation, on a mis une palette et on n'a jamais réussi à congeler à cœur le bloc de substrat, tellement le mycélium est actif. Il faut savoir que ça chauffe beaucoup. Et donc, du coup, voilà, on est plutôt parti sur des congélations en statique. Et donc, il nous faut exactement 15 jours
pour réussir à congeler une palette en statique à moins 18 degrés, pour que le cœur du bloc de la palette soit congelé. Donc ça nous dit, on l'a dit depuis le début de cette journée, mais c'est une puissance très forte. Alors je vous passe un petit coup la vidéo. Je vais essayer de parler un peu au-dessus de la musique pour vous redire bien les étapes du process. Voilà, donc là vous avez le broyage en même temps avec l'apport d'eau. Donc on met les bottes sur un broyeur qui broie et ensuite on remue l'état pour pas que ça fermente de trop. Là c'est la semence du mycélium dont je vous parlais qu'on met dans le substrat et voilà, là on fabrique les blocs. Et puis on est une entreprise relativement, on va dire, semi-automatisée, voilà, qui nous permet quand même de travailler des gros volumes dans un certain minimum de temps. Donc ça, vous voyez, on les met sur des rôles dans les serres d'incubation. Et puis ça, c'est le robot palettiseur qui fait les palettes. On filme les palettes et elles partent chez nos clients en transport réfrigéré. Ça, c'est un de nos clients producteurs dans le coin de Saint-Paul-de-Léon qui a accepté de faire pour nous quelques images. Alors, de quel marché on parle? Alors, le marché du champignon exotique, il s'envisage vraiment au niveau européen, hein, parce que vous allez voir, la France est très en retard. Donc, bon, vous avez là les chiffres d'une société semencière qui s'appelle Sylvan, qui a un gros leadership dans notre univers. Donc on parle d'un marché de 400, vous voyez, hein, quasiment 400 millions d'euros. Ce n'est pas non plus un petit marché à l'échelle européenne. Et vous avez là voilà, les variétés qui sont produites et le tonnage produit. Alors, donc, le marché du champignon exotique pour l'alimentaire, c'est un marché qui est en constante progression, mais qui reste un marché de niche. D'accord ? Et je m'explique, il n'y a pas de catégorie, pardon, j'ai fait une faute de frappe, pas de catégorie management sur ces produits, avec une absence majeure de marketing et de communication. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, si on prend le marché de la tomate. Moi, j'ai 50 ans, quand j'avais 8 ans, il y avait une sorte de tomate. Vous regardez aujourd'hui, la tomate pour l'apéro, la tomate pour la salade, la tomate pour le coulis, la tomate pour les tomates farcies. Enfin, vous voyez que c'est des gens qui ont pensé leur catégorie, d'accord? Donc, quand on dit en termes de marketing, penser sa catégorie, c'est un marketing de l'usage. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saucissonné la journée en disant « Ah bah ouais, il y a l'apéro ». Et puis après, dans les usages de consommation, ils ont inventé des variétés de tomates adaptées aux usages. Quand j'avais 8 ans et qu'à l'école, on partait en pique-nique, il y avait un paquet de chips. C'était Vico, point barre. Aujourd'hui, vous vous mettez devant un rayon de chips. Enfin, c'est juste dingue, les variétés que vous avez. Voilà. Quand vous achetez des pommes, c'est pareil. Aujourd'hui, vous regardez les pommes, il y en a plein de sortes de pommes. Voilà. Alors, le champignon n'a pas fait cette révolution. Il n'y a personne qui a travaillé sur les usages, et en tous les cas, pas en France. Donc, nos deux jeunes étudiantes l'ont dit, hein, c'est un peu comme ce qu'elles ont montré sur l'histoire des compléments alimentaires, c'est que c'est un métier, c'est pas structuré. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. Alors, voilà, chacun essaye de s'y repérer comme il peut, mais il n'y a pas vraiment de gens qui ont, en tous les cas, dans le métier de l'alimentaire, travaillé sur ça. Et nous, quand je dis nous, c'est moi et puis l'actionnaire d'Eurosubstrat, on arrive pour le faire. On va faire ça. Partout en Europe, donc le pleurote, c'est le champignon qui est le plus consommé.
et qui est voilà, le plus développé. Et on a aussi voilà, d'autres variétés qui commencent à se développer. Alors les Allemands, les Anglais, les Belges sont déjà très consommateurs d'un champignon qu'on appelle l'éringie, avec un long pied, un petit chapeau. Bon, il en existe plusieurs sortes, mais voilà. Nous, par exemple, en France, non. On sait à peine si on sait ce que c'est. La crinière de lion aussi se développe beaucoup, mais voilà, on est globalement en France des sous-consommateurs de ces champignons. Bon, donc voilà, des ruptures fréquentes, pas d'industrialisation de la production. Il faut savoir aujourd'hui que si vous étiez un acheteur de Lidl, vous avez cette base et vous dites bah, moi je veux du pleurote frais toute l'année à mes conditions à moi, c'est-à-dire vous êtes Global Gap, vous êtes certifié IFS Food. Aujourd'hui, il n'y a personne qui sait faire ça en France. Aujourd'hui, si des gens comme Lidl, comme Aldi décidaient de mettre le pleurote frais en permanence ou en tous les cas pendant la saison, il n'y a aucune entreprise suffisamment structurée en France pour tenir cette production. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on manque terriblement de production, mais ça c'est pas vrai que dans le champignon. Hein. On est dans la dégringolade de la production végétale d'une façon générale. Je lisais encore hier soir un article sur LinkedIn qui comparait les taux de progression d'alimentaire végétal entre l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Bon, nous, on décroît, mais on décroît massivement. D'accord ? Donc, on a un sujet qui est de mettre de la marchandise sur le marché. Et pour ça, il faut voilà, fiabiliser et industrialiser davantage la production et la maîtrise aussi de la qualité du substrat, ce qui est aussi un de nos enjeux. Donc, ce que je vous disais, voilà, pas de leader qui puisse livrer l'ensemble de la distribution française. Une enseigne comme Métro aujourd'hui, par exemple, qui est surreprésentée dans la quantité de champignons exotiques, et notamment de pleurote qu'elle vend, elle n'a pas un fournisseur qui peut livrer ces 4 bases. Vous voyez, 4 bases, c'est pas non plus... voilà, vous en avez une dans le sud, une à Beaune, une à Nantes et une à Rungis. Bon. Eh ben, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de trouver un seul fournisseur pour approvisionner leur marché. Voilà, ils sont obligés de morceler leurs achats. Voilà, donc aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas d'agréage sur le pleurote, il n'y a pas de démarche d'agréage. Donc aujourd'hui, si vous interrogez un acheteur du groupe Carrefour et vous lui dites « montrez-moi votre cahier des charges d'achat du pleurote », il ne saura pas vous dire. Parce que personne n'a défini c'est quoi un bon pleurote quand j'achète un pleurote. Voilà. Donc voilà. Alors, comment industrialiser ce marché ? Donc, il faut déjà fiabiliser la production et la régularité du substrat. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. On a voilà, contracté. Alors, il y a une association qui existe, qui s'appelle le SSMI en Europe. On avait la semaine dernière des consultants spécialisés qui nous aident à voilà, fiabiliser le process. Et l'objectif, c'est vraiment de créer une production filière avec un gros acteur structurant. Donc là, on rentre dans des données confidentielles que je ne peux pas vous partager, mais dans les prochains mois, on aura voilà, une annonce majeure. On est en train de s'associer avec un gros acteur pour pouvoir voilà, structurer ce marché et mettre une quantité de production, notamment sur le pleurote, on va dire, de bon niveau et régulière. Voilà les enjeux qui sont nombreux. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Bon, après, je ne sais pas si vous faites tourner un micro. J'avais une question, plutôt 2 questions. Dans votre process, l'étape de fermentation, tout compte fait, quel est son objectif principal et quels indicateurs vous avez pour maîtriser justement la qualité de cette fermentation ? Alors, jusque-là, on n'avait pas
beaucoup d'indicateurs, mais justement, c'est ce qui fait que ce qu'on est en train de construire. En tous les cas, ça favorise, on va dire, le développement du champignon. C'est une des étapes indispensables du process. Aujourd'hui, on a mis en place maintenant dans les tas, parce qu'il faut voir, c'est des immenses tas qu'on fait, tout un système de sondes qui nous permet de mesurer l'évolution de la température dans le tas en fermentation et quand est-ce qu'il faut le remuer. Alors, il faut le remuer tous les jours, mais les équipes maintenant pilotent avec ces sondes la fermentation comme ça. Voilà, ça c'est le premier indicateur. Et le deuxième indicateur, c'est qu'on s'est équipé de dessicateurs, donc de cet appareil qui nous permet de mesurer l'humidité. Et on fait plusieurs prélèvements d'humidité pour s'assurer qu'on est dans une exigence d'humidité à 75%, par exemple pour le pleurote, avant pasteurisation. Merci. De rien. Il y avait une autre question là-bas, je crois. Pourquoi décider de faire de la pasteurisation à la place de la stérilisation? Alors, c'est historique majoritairement en Europe. C'est aussi un procédé qui est moins coûteux que la stérilisation et qui nous permet de faire des batchs plus importants que la stérilisation. En fait, quand vous regardez, si vous regardez des usines en Chine, c'est très compliqué de faire des batchs aussi importants en stérilisation. Et comme eux, ils ont une main-d'œuvre qui est peu coûteuse et une énergie bien bon marché, meilleur marché que la nôtre, ils arrivent à produire des grosses quantités. Mais c'est un processus qui est plus coûteux, énergétiquement parlant. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir, par rapport au développement des champignons exotiques, en France, on a aussi une consommation, par exemple, de morilles, de girolles. Oui. Est-ce que ça, ce sont des marchés éventuellement qui vont se développer ou qui vont rester encore assez confidentiels? Alors, c'est un marché qui s'est pas mal développé. Si vous regardez sur les étals, y compris en grande distribution, vous en trouvez maintenant régulièrement, de la chanterelle, de la trompette de mort, dont des morilles un petit peu moins, mais des girolles ou des cèpes même. C'est un marché qui est principalement autour de l'import. Aujourd'hui, les achats sont majoritairement dans les pays de l'Est. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Donc, il y a un gros négoce qui existe dans notre métier. Mais je dirais que c'est favorable à la consommation de champignons en général, ce qu'on appelle le sylvestre. Donc, c'est la consommation sylvestre. Et puis, nous, on est un territoire, la France, de cette culture. On va depuis petit aux champignons. Enfin, tout le monde a fait ça. Mais ça n'empêche pas parce que c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Europe, dans beaucoup de pays quand même. Et pour autant, nous, on est sous-consommateurs de champignons de couche exotiques. Voilà. J'ai une question Oui. qui complète cette demande. Oui. C'est vrai qu'il y a une consommation de champignons sauvages qui est importante et Oui. du coup, il y a des limites techniques en fait, justement, à industrialiser cette. Oui, on n'a pas réussi à reproduire une girolle ou un cèpe, en tous les cas pas avec le même goût. Les Chinois, qui sont les champions dans ces tests, font alors, ils appellent ça le bolé, le cèpe ou même de la morille, mais le goût, pour moi, le goût est quand même très différent. Ouais, c'est la nature. Là, pour le coup, c'est difficile d'imiter la nature. Bon, sachant que le pleurote ou la foliote existe aussi à l'état naturel, mais qu'on a mieux réussi à faire le substrat. Il y a des vrais enjeux de santé aussi, quoi, sur les champignons sauvages justement qui viennent. Oui. Alors, c'est pour ça que on est très exigeant avec la culture du champignon de couche, puisque nous, on doit faire des analyses et tout ça. Franchement, on ne demande rien en sauvage. C'est ça qui est un peu curieux, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez vendre du champignon à la grande distribution, vous êtes obligé de faire des analyses, ce que je trouve normal. Mais par contre, ce n'est pas le cas sur les champignons sauvages. Or, c'est pas demandé, alors qu'ils sont aussi... En fait, en plus, les champignons, ils absorbent beaucoup, notamment les métaux lourds. Donc, c'est...
c'est un sujet. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, pour la paille que vous utilisez, vous ne pourrez pas utiliser de la paille déjà, par exemple, à récupérer dans des fermes, etc., et la traiter pour pouvoir l'utiliser pour votre production? Alors, c'est ce qu'on fait en fait à date. Si vous voulez, on achète de la paille à des négociants qui sont des marchands de paille qui eux-mêmes l'achètent à des agriculteurs. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir une diversité aussi et une hétérogénéité de paille. Et ça commence à être un vrai sujet, comme je le disais, parce que il y a des écarts de structure de paille qui sont majeurs et qui sont trop compliqués à gérer pour notre process. C'est pour ça qu'on va se lancer dans cette filière où on aura des agriculteurs qui produiront pour nous en fonction de notre propre cahier des charges, ce qui nous permettra de mieux maîtriser la qualité de la paille, ou en tous les cas, si vous voulez, une régularité de paille selon notre cahier des charges à nous, plus forte que ce que nous avons aujourd'hui. Merci. Oui, c'est une très bonne question. Je n'ai pas précisé. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, monsieur demande qui sont nos clients. Alors, nous, on a deux grandes catégories de clients. On a des clients qui sont des producteurs de champignons uniquement, à plus ou moins grande échelle, qui font du culture de champignons de Paris ou pas, ça dépend. Et ce sont des gens qui, quand ils sont d'une certaine taille, livrent en partie la grande distribution, les mines et la grande distribution. Ça, c'est pour les clients français. Pour les clients étrangers, ce sont des beaucoup plus grosses structures qui livrent massivement la grande distribution. Notre premier client est anglais. Il livre Tesco, il livre Marks & Spencer de façon régulière toutes les semaines. Ensuite, on a, et ça c'est la richesse de la France, on a toute une clientèle de maraîchers qui sont des gens qui produisent des légumes de plein champ et qui ont en plus une activité complémentaire de production de champignons. Sur cette cible, et ça je pense que ça va vous intéresser, on est à 50% de progression en volume. D'accord ? On a de plus en plus de maraîchers qui se mettent à cette culture. Et ce qui est très intéressant comme indicateur, c'est que c'est là qu'on voit que le champignon a la cote et qui se développe. C'est qu'on n'a pas un maraîcher qui nous dit bon, j'arrête parce que soit j'arrive pas à le produire, c'est trop compliqué, ou soit j'arrive pas à le vendre. En fait, c'est là qu'on voit le potentiel de ce marché. C'est que moi, je vous dis 50% en volume, mais dans l'agroalimentaire, il y a plein de gens qui rêveraient de un pourcentage de progression pareil. C'est que à partir du moment où ce champignon est exposé, il est vendu. Mais aujourd'hui, il n'est pas bien marketé et pas bien exposé. Mais quand les gens le produisent et le mettent en rayon, ou sur des marchés, ou qu'ils le proposent, ça se vend. Bon, je vous remercie. Merci Madame Jarry pour cette conférence très intéressante. Merci à Madame Jarry. Donc après ces premières... Après ces premières conférences riches en découvertes, il est temps de passer à une autre dimension du Cook, le concours étudiant. Donc 4 équipes juniors et 7 équipes confirmées vont venir vous présenter leurs projets innovants autour du champignon. Chaque équipe aura 5 minutes pour présenter leur projet, puis 30 secondes avant la fin, un signal retentira. Commençons par la catégorie junior. J'appelle l'équipe Sport It du lycée Pomme